Et salut tout le monde, on est en compagnie de Jeff et de Defiello, pardon, pour ce soir le débrief des puputes qui est cette fois-ci en live et sur ma chaîne. Donc bienvenue à tous ceux qui sont déjà connectés sur le chat et on va laisser place à notre cher Defiello pour nous Non, mettre en que place le décor. tu m'as complètement squeezé, quoi. Bon, alors, bonjour tout le monde, bonsoir plutôt, bonsoir. Bon, ça c'est plutôt la phrase de Jeff, mais bonsoir tout de même, puisque nous nous retrouvons bien en live, tout simplement sur la chaîne d'Angel pour faire le débrief du Grand Prix de Malaisie. On va parler de plusieurs choses ce soir. Évidemment, Angel, si tu pouvais nous montrer le sommaire, ce serait génial. Donc effectivement, ce soir, on va parler donc du Grand Prix de Malaisie, parce qu'il y a eu un Grand Prix, évidemment. Grand Prix de Malaisie, on va parler évidemment du règlement de 2017 dans une deuxième partie. Donc on va dire que le Grand Prix de Malaisie, on va débriefer ça pendant à peu près, je pense, une bonne vingtaine de minutes facile. On parlera du règlement 2017 et de toutes les nouveautés qui vont être apportées l'année prochaine. Donc 20 minutes aussi, grosso modo. Et puis à la fin, eh bien, vous pourrez poser vos questions. On prendra évidemment quelques questions par-ci, par-là, grâce à Jeff qui veillera bien évidemment à prendre les questions. Donc pas de souci sur ce plan-là. Voici un petit peu le débrief, le sommaire de ce débrief en live. Donc voilà, on s'est dit pourquoi pas le faire en live. On s'était bien marré la dernière fois sur la fin 2016, donc autant se marrer un petit peu sur le live et puis faire d'une pierre deux coups. Voilà, le décor a l'air d'être planté. Comment ça va, mes chers amis, pour ce débrief des puputes? Bah écoute, ça va bien, j'espère que nous aurons pas d'incident technique parce qu'on a vu les deux derniers lives que j'avais fait et qui avaient posé deux trois soucis, mais j'espère que tout va bien aller cette fois-ci. Et sinon tout va bien, hein. Quel Grand Prix magnifique. Ah bah oui, quel Grand Prix magnifique, n'est-ce pas, Jeff? Oh oui. Disons que là où on aurait pu commencer à s'endormir, il y a toujours eu un petit truc qui a fait que je me suis fait engueuler par mes parents parce que je gueulais trop fort. Sans déconner. Excellent, oui. ça. Ah, moi c'est l'inverse en fait. Je gueulais et c'est ma copine qui croyait que je l'engueulais. Mais non, putain, c'est Vettel, bordel. Donc non, effectivement. Alors, pour ce débrief, en fait, on va changer entre guillemets un petit peu la formule en soi, mais on va pas vraiment tant que ça la changer. On va faire le débrief pratiquement tour par tour. Alors oui, tour par tour, bon, on va pas passer un tour où il se passe rien, on s'en fout. Mais voilà un peu la formule. Je me suis dit, voilà, c'est comme ça, on va pouvoir peut-être revoir tout le fil de la course tranquillement, tous ensemble, pour donc ce Grand Prix de Malaisie. Première chose, avant même le départ, on va parler de Felipe Massa, qui le pauvre se retrouve calé sur la grille de départ, qu'on emmène au stand et qui arrive à redémarrer tout de même. Dommage pour une Williams qui partait dans le top 10 et qui avait fait une belle performance tout de même. Et puis à la fin, je crois, abandon pour Felipe Massa, il me semble. Ouais, départ laborieux, hein. On l'a vu s'immobiliser sur le tour de formation, ça sentait le roussi pour lui en tout cas. Ouais. Et puis ouais, ça n'avait pas été franchement une belle réussite, hein, ce Grand Prix. Ça a été compliqué pour Massa qui finit 13e, je m'excuse évidemment. Il finit 13e. Il a eu un problème mécanique, donc on le disait juste avant le tour de formation. Il a eu des crevaisons, etc. Bref, il n'a pas été verni, le pauvre pilote brésilien, je dirais, évidemment. Jeff, qu'est-ce que tu en penses de ce cher monsieur qui va nous quitter à la fin de cette saison? Disons que il voulait profiter de chaque dernier Grand Prix. Promis, il se passe pas très bien parce que bon, voilà, l'accélérateur qui décide de planter et encore finalement il a de la chance de repartir parce qu'un problème comme ça, ça aurait pu lui coûter. Bon, il finit un tour, il finit surtout très loin de Bottas. Alors probablement voilà à cause du souci là. C'est dommage et en même temps je dirais que c'est plutôt mérité pour Williams qui fait pas une très belle saison. Ouais. Oui. Ouais. C'est un peu compliqué pour Williams aujourd'hui en 2016. Bien qu'en 2014 ils étaient très forts et puis au fur et à mesure des années, c'est devenu un peu plus compliqué. Alors on va parler maintenant de quelque chose qui a beaucoup parlé évidemment sur donc le Grand Prix. On va parler du départ. Parce que bon, le départ, il s'est quand même pas si mal passé pour tout le monde jusqu'à l'arrivée du premier virage. Et au premier virage, on s'est dit, oh, scandale, Verstappen a envoyé Vettel qui a envoyé Rosberg dans le mur. Eh bien non, pour une fois,
Pardon, oh là là. Verstappen, décidément. Pour une fois, Verstappen, eh ben, il n'est pas blâmé. Il a même réussi à ne pas se retrouver dans le dawa, si je peux appeler ça comme ça. Vettel qui arrive à l'intérieur, clairement, enfin bien trop à l'intérieur, freinage. Il le reconnaît lui-même, hein. Il sait très bien que quand il freine, là, il sait qu'il va pas prendre le virage et que malheureusement, Rosberg qui laisse quand même un espace pour une voiture à l'intérieur se fait percuter. Sanction immédiate pour Sébastien Vettel, suspension cassée et puis abandon de la course. Ça va de mal en pis pour le cher pilote allemand, non? Ouais, ça fait plusieurs grands prix qui se foirent au départ, hein. Donc il met une des deux voitures au tapis ou alors il la met à mal, voire à ruiner les deux courses. On a vu à Spa ce que ça a donné, là il récidive. C'est vrai que sur le coup, moi c'est la première réaction que j'ai eue, hein. J'ai vu Verstappen qui avait embarqué la roue avant de Vettel et qui du coup avait fini dans l'arrière de Rosberg. Mais c'est vrai que quand on regarde le replay, il n'en est rien. Ah, attends, je n'ai plus le... Ah oui. Bah, fais-moi pas peur. Oui. Donc ouais, on a vu donc finalement que c'était simplement Vettel qui avait pas assez ralenti sa voiture et même si c'était bien infiltré à l'intérieur dans le premier virage, ça a fini dans l'arrière de Rosberg, quoi. Dommage. Mais oui, et du coup Rosberg qui se retrouve, qui a quand même de la chance, hein, mine de rien, parce que lui aussi aurait pu avoir la suspension cassée, mine de rien, il se retrouve, bon, certes en tête à queue, une position très inconfortable quand t'as 22 fous furieux qui t'arrivent dessus et que tu les vois arriver en face. Et puis après, belle remontée. Un mot sur le premier virage, Jeff, là-dessus. Effectivement, le freinage trop tard, trop optimiste. Est-ce que Vettel, dans sa tête, il s'est dit, faut que je tente le coup, c'est le départ. Oui, il a sans doute voulu tenter de dépasser les deux Red Bull, parce que voilà, les Ferrari étaient derrière les Red Bull suite à la qualif. Il veut être un peu optimiste comme en Belgique, ça passe pas. J'ai aussi cru, comme Angel, que Verstappen avait peut-être touché involontairement la roue de Vettel. Mais de toute façon, même s'il y avait eu contact ou pas, Vettel aurait percuté Rosberg. La pénalité est méritée. 3 places seulement pour Vettel, on le rappelle, sur la grille de départ à Suzuka, ce qui est pas grand-chose en soi, hein. Non, pour une action comme ça, tu pourrais te dire 10 places, ça aurait été plus logique. Vettel, tu sens qu'il est coupable, qu'il a bien profond. Après, peut-être que c'est un peu de frustration parce que Ferrari patauge un peu cette saison comparé à 2015. Et peut-être que voilà, il en a un petit peu marre et il a envie d'en faire un peu trop, du coup. Pour compenser. Ouais. Et du coup, ça se termine mal. Donc pour notre cher Sébastien Vettel, virtual safety car déployé à la suite de cet accrochage pour histoire de nettoyer un petit peu la piste. Et donc du coup, effectivement, ça a entraîné pas mal de choses. Gutiérrez s'est retrouvé avec une crevaison. Au stand, on a vu Fiat, Massa et Magnussen rentrer pour chausser d'autres pneus. Massa, je crois que c'était aussi pour autre chose. Enfin bref. Voilà, la virtual safety car a mis un petit peu la pagaille. On aurait bien peut-être voulu voir une safety car tout court d'ailleurs, comme le disait très justement Jacques Villeneuve. Et puis, attention à la relance, puisque Max Verstappen a fait une relance façon F1 2016, on peut le dire, puisque on réaccélère alors que c'est encore drapeau jaune, mais on sait que ça va passer au vert, et du coup il en a profité pour dépasser Kimi Räikkönen. Est-ce qu'on aurait besoin sur le règlement d'avoir un éclaircissement sur cette règle de la relance, de la fameuse ligne de safety car? Peut-être qu'il l'avait passé. Est-ce qu'en virtual safety car, comme on peut relancer la course à tout moment, est-ce qu'il n'y a pas justement ce problème-là maintenant? Je pense qu'il devrait y avoir une ligne, effectivement, enfin une ligne matérialisée, genre la fin du tour, quand il y a virtual safety car, pour que quand le pilote de tête passe la ligne de départ arrivée et que tous les pilotes passent cette fameuse ligne de départ arrivée, le relancement est fait à partir d'ici. Parce que là, c'est vrai que Verstappen savait que ça allait repartir, il a commencé à lancer les gaz, alors que Raikkonen, lui, il était encore en vitesse de croisière. C'était limite, hein. C'est franchement, moi sur le coup, j'ai cru que Verstappen était passé alors qu'il y avait encore drapeau jaune, hein. Donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait une ligne matérialisée virtuellement pour aller dans le truc du virtual safety car pour faire une relance équitable. Voilà. Jeff? Le coup de la ligne, je suis pas trop pour, parce qu'en fait, si effectivement tu prends l'idée d'Angel où tu mets en gros la ligne de safety car sur la ligne de départ arrivée,
et que donc tu es obligé de la dépasser pour pouvoir dépasser tes adversaires. En imaginant que tu es à la 20e place, tu te retrouves probablement à passer 3 ou 4 virages bloqués derrière, à perdre du temps. Finalement, un truc peut-être à prendre de la Formule E, quand il y a un drapeau jaune, un safety car, tout ça, ils ont un décompte fait par leur ingénieur de 10 à 1 pour leur dire quand le drapeau jaune démarre et quand il s'arrête. Comme ça, ils sont sûrs de savoir à quel moment réaccélérer. Exactement, le full course Voilà. yellow donc en... Après, on n'a pas eu la conversation radio. Peut-être que Verstappen a eu un message de son ingénieur en lui disant la virtual safety car s'arrête maintenant, tu peux y aller. Et Raikkonen c'est peut-être un peu loupé. C'est quelque chose qui lui arrive quand même de temps en temps à Raikkonen sur les relances. Et oui, ça peut être vu dans cet angle-là aussi. Je pense qu'on en reparlera peut-être dans le règlement 2017 tout à l'heure sur ce problème de virtual safety car dont les spectateurs en règle générale n'étaient pas forcément très fans au départ. Certains étaient pour, certains étaient contre en disant mais si on a une voiture autant s'en servir pour faire une safety car. Enfin bref. On avance un petit peu dans la course et puis on a eu une belle baston qui s'est passée entre Romain Grosjean et Fernando Alonso, très propre. Ça s'est plutôt bien passé, ça a été assez équitable, enfin ça a été assez propre en tout cas. Et puis évidemment, ça a pas duré 15 tours, malheureusement, on aurait bien voulu. Non, de toute façon, Et puis de toute façon, la Haas, on sait qu'elle a certains problèmes de fiabilité notamment. Et c'est bien pour ça que Romain Grosjean a eu cette sensation assez désagréable de freiner à l'arrivée à l'abord du virage 15, donc du dernier virage, et puis de ne plus sentir les freins du tout pour finir au fond du bac à gravier. Malheureusement pour Romain Grosjean, encore une fois une voiture qui ne fonctionne pas, un petit pouce en bas comme ça devant les caméras de Canal+. Bien on continue toujours sur ça. En qualif, Grosjean ne comprend pas pourquoi il arrive à faire 12e alors qu'en essai libre c'était une horreur. Qu'est-ce qui se passe chez Haas? C'est devenu le bordel, enfin clairement. Chez Haas, ils sont toujours un peu en train de se chercher, ou alors c'est Grosjean qui a pas compris le rôle qu'il avait dans cette écurie qui arrive, qui est toute neuve et il est là pour apporter son expérience et puis aider l'écurie à évoluer. Pour l'instant, on a l'impression qu'il est plutôt en train de patauger dans la choucroute et que c'est dans l'incompréhension la plus totale, autant du côté de l'écurie que du pilote, quoi. Ah ouais, et puis les deux As qui ont abandonné ce week-end, on rappelle donc Grosjean 9e tour, problème de frein, Gutiérrez, je sais même plus, je crois qu'on l'a même pas vu abandonner. On l'a vu, la roue, exact. La roue qui s'est fait la paire. Exact. Ouais. La jante qui a cassé la roue. C'est quand même con ça. Donc effectivement, Jeff, un mot sur les As qui est encore une jeune écurie. C'est normal que ce genre de choses peuvent arriver. Est-ce que Grosjean n'a peut-être pas un peu ras la casquette d'accumuler les mauvaises saisons? 2014 ça a été l'horreur, 2015 ça a été encore l'horreur, 2016 on a cru au début que ça allait être bien et puis finalement ils sont rentrés dans le rang et ça va un peu moins bien. 2017, est-ce que Haas va pouvoir faire quelque chose étant donné qu'on arrive sur une nouvelle réglementation? Ça risque d'être compliqué, non? On peut espérer que la Haas soit déjà sur l'évolution de 2017 et qu'ils aient arrêté de la faire évoluer cette année. Parce que sinon c'est vrai que l'année prochaine ça va être pire, ils vont se retrouver au niveau des manors et ça va être dur encore plus pour l'écurie et pour Grosjean. Ouais. Grosjean aussi, il a pris la responsabilité en rejoignant Haas de savoir qu'il allait avoir une saison qui n'est pas forcément facile parce que c'est une équipe qui est nouvelle. Certes, ils ont pris 2 ans pour se préparer, mais c'est une équipe qui est dans sa première année, donc c'est normal qu'il y ait des petites difficultés. Là où l'équipe doit probablement se questionner, c'est sur leur fournisseur de freins, parce que déjà à Singapour, il y a eu des problèmes, puisque Grosjean il est parti à la faute plusieurs fois. Là encore, gros problème de frein. Gutiérrez, je ne sais pas si c'est un problème qui est lié encore à ça, mais ça fait beaucoup de soucis sur le même endroit, sur le même organe, ouais. Le même mécanisme, voilà, le même organe de la voiture. Et c'est pas forcément très très sain pour l'équipe. Mais oui. Bon. Et c'est vrai qu'au niveau de Gutiérrez, on n'a pas vraiment su ce qui lui était arrivé. On ne sait pas si c'est la jante qui a cassé ou si c'est le disque de frein.
C'était assez Ça, étrange. ça me rappelle je crois que c'était Sébastien Buemi qui avait eu la malchance de freiner à l'épingle en Chine et puis qui avait simplement cassé les deux roues qui s'étaient barrées et puis il avait essayé de tourner le volant mais il s'est rendu compte assez rapidement que ça servait Il n'y pas à avait plus grand rien chose. devant. Il n'y avait plus rien devant pour tourner. vrai que Assez c'était assez désagréable. effrayant, ça. Mais Ouais. ça rappelle un petit peu les incidents qu'il y a eu, notamment pour Lewis Hamilton en 2007 au Nürburgring quand il prend les S de Schumacher et puis en qualif et puis que la jante casse. Pareil pour Kovalainen, ça s'est fini dans le mur au virage 9, je crois, à Barcelone en 2008. Il a fini dans le mur de pneus. On a dû dégager tous les pneus qui étaient au-dessus de sa tête. Ouais, c'est des choses qui arrivent en Formule 1, on l'a vu. Donc oui, bon bah c'est peut-être encore une fois des malformations de la Haas sur le début de leur, on espère, longue carrière en Formule 1. Donc deuxième virtual safety car, on en parlait de Romain Grosjean. Deuxième virtual safety car, on fait rentrer Verstappen qui chausse les durs, on fait rentrer Rosberg qui chausse les durs, qui lui aussi est en train de remonter, on fait rentrer Perez, bref. Stratégie décalée à ce moment-là, puisque les leaders de la course ne s'arrêtent pas, et c'est là où on va rentrer dans la phase un peu plus chiante du Grand Prix, puisqu'il commençait à ne plus rien trop se passer. Dis-moi, Angel, qu'est-ce que tu voulais nous dire? Tu dis Verstappen qui chausse les durs, il est ressorti en. Non, il est ressorti en soft. Il est sorti Autant en pour tendre, moi. ouais. Il est ressorti en soft. Pardon, c'est bien C'est Rosberg qui est c'est reparti ce en qui dur. lui a peut-être joué la victoire. Eh oui, eh oui. Ah, Peut-être. On va en discuter. C'est difficile, c'est difficile. C'est difficile. Voilà. C'est difficile. Donc du coup, on va passer quelques tours quand même parce que c'est pas qu'on n'a pas que ça à faire, mais voilà. Tac, tac, tac. Pom, 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 pom. Et ben ouais. Après, il se passait plus grand chose d'après ce que j'avais noté. Pendant le temps ouais. mort, on a eu les deux pénalités d'Ocon pour les deux Exact, arrêts au ouais. stand avec limitation. Exact. Donc ça, Voilà. on peut Alors, s'imaginer est-ce que que- ce soit un mauvais réglage du pit limiteur. Faut Mais espérer. ça, c'est quand même terrible quand même. Bah oui. Je veux dire, C'est quand même se con. tromper une fois, je veux bien. Mais dans ce cas-là, l'équipe est censée avoir réglé le problème pour qu'à la deuxième fois, ça ne se repasse pas. Ouais. Et bon, ça ruine Et un donc, peu du la coup, course bah, d'Ocon. ça ruine complètement la course d'Ocon, ouais. Voilà. Ouais. Alors, petit moment de blanc, voilà, c'est un peu comme pendant le Grand Prix, de toute façon. Rosberg continue sa remontée une voiture par voiture, il attaque Nasser, il attaque Sainz, il passe tout ce beau monde. Devant, on a Hamilton qui est royal, qui gère tranquille. Et puis, Verstappen commence à rejoindre notre cher Kimi Raikkonen. On a eu un magnifique tweet de Monsieur Harvick qui a demandé, s'il vous plaît, balancez-moi les médocs. J'ai besoin de mes antidépresseurs. Ça va mal se terminer. Donc, effectivement, Verstappen, Raikkonen, on a cru voir un instant que ça allait mal se terminer. Finalement, Raikkonen en profite pour rentrer au stand, parce qu'il était sur une stratégie décalée. Du coup, bien, notre cher Max Verstappen continue son petit bonhomme de chemin. Ricardo, au jeu des arrêts, se retrouve donc premier, Verstappen deuxième, Hamilton s'est donc arrêté au stand. Là, on est au tour 23, ça continue tranquillement. Et puis, on se rend compte au fur et à mesure que les pneus durs ne vont peut-être pas aller au bout de la course. En tout cas, c'est ce qu'on se dit chez Rosberg. On se dit, peut-être que finalement, le train de Hard, il risque de pas aller au bout, mon garçon. Donc, au final, on recommence à attaquer. Verstappen avertit qu'il perd de l'adhérence. Hamilton continue à mettre la pression sur Verstappen, évidemment, pour le pousser à devoir cramer ses pneus. Et puis, du coup, on s'attend à ce que ça se joue, la victoire se joue entre donc Verstappen et notre cher Lewis Hamilton. Seulement, tout se passait pour le mieux, puisqu'on dormait. On s'était endormi avec les stratégies. On s'était endormi avec les stratégies et puis on s'attardait un petit peu avec Raikkonen et Rosberg. Rosberg remontait sur Raikkonen et puis on se disait tiens, ça va se battre peut-être pour une 4e place. Et puis arrive le tour 41. Tour 41.
Tour 41, Lewis Hamilton abandonne sur problème mécanique, moteur en feu. Lui-même était extrêmement dégoûté et ça peut s'entendre, ça s'est très bien entendu à la radio. Ça s'est très bien entendu à la radio évidemment et puis il était extrêmement déçu forcément. Surtout les moteurs Mercedes alignés aujourd'hui, c'est le seul qui a dû casser. La faute à pas de chance. Petite analyse, petit avis dessus, juste pour tous les fans d'Hamilton, etc. Parce que là, je sens, Jeff surveille le chat parce que je sens que ça va s'enflammer dans le chat. Il va y avoir une guerre civile. Ah oui, là, oui. Non, mais clairement, c'est malheureusement pour Hamilton, c'est moche évidemment de voir un champion comme ça qui doit abandonner sur problème mécanique. C'est jamais drôle. On a eu la même chose du côté de Rosberg, on a eu la même chose du côté de Vettel. Un certain nombre de fois évidemment, donc effectivement ça enlève un petit peu la saveur qu'on voulait avoir. La bataille au premier virage, elle a été dégagée par Vettel. Finalement il n'y aura pas de bataille tout court en course puisque Hamilton va abandonner. On ne va jamais avoir ce duel Hamilton-Rosberg. Est-ce que du coup cette fin de championnat on est en train de se la faire en mode en mode tranchée, guerre de tranchées, voilà j'y arrive. Guerre de tranchées en se disant que finalement la bataille n'aura peut-être pas lieu, que là tous les fans d'Hamilton sont en train de s'enflammer, en train de dire ouais mais Rosberg il n'aura pas mérité son championnat s'il le gagne parce que Hamilton aura abandonné, nanana. C'est des choses de la course. Personnellement moi ça me dégoûte quand même qu'Hamilton ait dû abandonner parce que on n'a pas de bataille fair en tout cas, ce qui est un peu dommage. Votre avis dessus? Alors je sais que vous êtes content évidemment que Hamilton abandonne, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Et puis surtout, ça laisse le champ libre à deux voitures, à notre cher Daniel Ricciardo et à notre cher Max Verstappen. Angel, je te donne la parole puisque tu es aux belles couleurs apparemment, aux couleurs gagnantes de ce soir. Absolument. Bah écoute, moi quand j'ai vu ça, quand j'ai vu que Lewis avait le feu au cul, je suis tombé de mon canapé, littéralement, et j'en revenais pas mes oreilles, mais je suis déçu pour lui, effectivement. Manque de peau, ça le tombe encore une fois de plus sur lui, les gaillards mécaniques, mais c'est vrai que pour le coup, ça a relancé le spectacle de la F1, ça a donné un podium et une ambiance à l'arrivée qu'on n'avait pas vu depuis, je sais même plus tellement ça fait longtemps. Et sans compter la petite accolade entre les deux pilotes Red Bull, que ça c'est pareil. On voit les deux pilotes Mercedes toujours gagner et c'est la guerre froide dans la salle de débrief. C'est super tendu, c'est super électrique. Là on avait vraiment eu du beau spectacle et c'était génial quoi. Mais après pour ce qui arrivait à Hamilton, moi j'étais content. T'étais content, ça s'enflamme dans le chat. Vous êtes sévère avec Hamilton. On a des belles vannes, hein, putain. Vous êtes super chaud. Hein. Vous êtes sévère avec Hamilton et j'ai eu un Hamilton is on fire parce que le pauvre garçon est sorti avec notre chère Rihanna, paraîtrait-il. Enfin bref. Donc du coup, Jeff, je te laisse la parole évidemment sur ce cher Lewis Hamilton. Qui est donc en feu. Il était en feu. Il a vu. Oui. Alors évidemment, on va faire la punchline. Hamilton voit ses chances de titre mondial partir en fumée. Hashtag lol. MDR, on l'avait pas vu celle-là. Magnifique. Ton avis là-dessus sur la bataille Rosberg-Hamilton pour la fin de ce championnat? De toute façon, Vettel avait empêché la lutte entre Hamilton et Rosberg sur cette course-là. Donc de toute façon, voilà. Malaisie, c'était fini, c'était torché. On verra sur les prochains Grands Prix s'il y a une bataille. Ce qui est sûr, c'est qu'Hamilton est dégoûté. Bien sûr, j'étais un petit peu joyeux quand même que Hamilton abandonne parce que la course était un peu chiante. Hamilton il dominait. Maintenant, c'est dommage pour lui parce qu'il méritait vraiment de la gagner, celle-là. Parce que vu comment il était tranquille, il méritait total. Je ne pense pas qu'Hamilton ait encore perdu le championnat. Il va se battre jusqu'au bout, ça c'est sûr. Rosberg le sait, et donc ça, il n'y a pas de souci. Donc la bataille, je m'en fais pas. Peut-être qu'elle n'arrivera pas, mais ce sera peut-être une bataille à distance qui fera que ça se jouera jusqu'à Abu Dhabi. Maintenant, par contre, sur l'abandon, moi j'ai deux trucs. Qui me dérangent et qui me plaisent pas. De un, quand on voit Hamilton sortir de la voiture, se tenir le casque, tout ça, assis derrière, il y a une grue.
Ah, la Il y a fameuse une grue. grue Mais oui, sur la on n'en a piste. pas parlé, la grue. Mais qu'est-ce qu'elle foutait sur la... Elle est venue faire la Donc course. ça, voilà. Pas de Donc ça safety déjà, car, hein, il y a donc, encore une grue. Voilà. Voilà. FIA, Charlie Whiting, si tu m'entends, fuck you. Voilà. De deux, Hamilton, après le Grand Prix, a fait une déclaration en disant que c'était pas normal que son moteur abandonne, alors que c'était un moteur neuf. Et que c'est comme si on ne voulait pas qu'il gagne. Mercedes a fabriqué 43 moteurs cette saison, et forcément, il faut que ce soit le sien qui pète. Donc Loda, forcément, est monté au créneau en disant « Non, bien sûr, ça peut pas être volontaire, on n'a pas fait exprès, machin. » Mais tu vois, quand Villeneuve dit Hamilton est un champion, ça se voit qu'il est triste et tout ça, balancez juste derrière que peut y avoir un complot. Non, tu peux pas faire ça. Tu peux pas dire ça. Non, C'est tout. non. C'est tout. Bah oui, il relance un petit peu, il remet un petit peu d'huile sur le feu, sur les théories du complot, sur lui, sur ce genre de choses. Non, évidemment, bon, il n'y a pas de théorie du complot, faut arrêter. La seule théorie du complot qu'on peut avoir, c'est la FIA qui avantage certains pilotes et pas d'autres. Voilà. On parle pas forcément de Rosberg, on parle plus forcément de Verstappen. On m'a dit que je commençais à taper un peu trop sur Verstappen et que j'avais fini de taper sur Hamilton. Mais oui, mais il faut bien que je remplace quelqu'un. Enfin, je veux dire, Hamilton, faut le un autre remplacer. clou hein, à planter. Voilà, à un moment donné, bientôt ça va tomber sur Nasser, on ne sait pas pourquoi, mais pourquoi pas, hein, après tout, voilà. Mais effectivement, le fait de balancer la petite pique en disant non, il y a 43 moteurs qui ont été fabriqués cette semaine, j'ai fait mon parc de pièces détachées, c'était où? C'était à Spa ou à Monza? À Monza, je crois. Non, à Spa, c'est ça? Spa. Ouais. Effectivement, j'ai refait toutes mes pièces, j'ai re-emmagasiné tout plein de trucs. Effectivement, quand tu réemmagasines plein de choses, plein de nouvelles pièces, bah avoir ton moteur pété, ça la fout mal quand même, ça la fout mal. Donc, ouais, effectivement, après, il y a un commentaire qui m'a amusé là, sur YouTube, c'est que c'était pour faire marcher la garantie et le SAV de chez Mercedes. Ah bah oui, voilà. Bah oui, il évidemment. essaye au moins une fois dans l'année. Il faut bien qu'il abandonne au moins une fois dans l'année. Parce que, mine de rien, alors juste pour en revenir sur la lutte entre Rosberg et Hamilton, on est aujourd'hui à la 15e course. On vient de finir la 15e course aujourd'hui. On n'a pas eu un seul duel, entre guillemets, sauf à Barcelone, évidemment, où ils sont foutus dehors tous les deux. Mais sur 15 courses, il n'y en a pas eu un où on les a vus se taper sur la gueule en piste. Parce que, c'est assez incroyable. Et pourtant, Autriche. le nombre de fois... Oui, Autriche. Un virage. Exact. Un virage. Bon, au moins, ça dure pas longtemps. Voilà. Mais effectivement, quand on les voit sur la première ligne, on s'attend toujours à un départ incroyable et il se passe toujours quelque chose d'autre sur le départ qui fait que ça nous annule, entre guillemets, cette espèce de lutte, de bataille qu'on a envie de voir entre Rosberg et puis Hamilton. Donc, comme il y a eu l'interview là juste avant le Grand Prix, Rosberg il disait que ça allait être tendu avec Hamilton, qu'il y avait toujours une espèce de tension entre les deux pilotes, que ça se passait aussi bien dans l'écurie, pendant les débriefs, pendant les préparatifs, etc. Mais qu'en piste, voilà, ils avaient bien conscience qu'il y avait une écurie derrière et qu'il fallait qu'ils se tiennent à carreau et que ça serait plus simple, il l'a dit clairement, s'ils étaient pas dans la même écurie. C'est pas faux. Parce que du coup, ils ont tellement fait des conneries à sortir tous les deux à plusieurs reprises pendant la saison que d'une part, on a l'impression que les stands les font rentrer quand il risque d'y avoir du grabuge en piste entre les deux, ou alors que la FIA fait en sorte aussi, peut-être, d'annihiler tous les duels un peu tendus qu'il pourrait y avoir en piste pour éviter le grabuge. C'est ça. Alors, on va essayer d'avancer un peu, on va conclure sur cette lutte Hamilton-Rosberg qui n'a pas eu lieu, donc, évidemment. Simplement pour dire, effectivement, on a vu alors, le dépassement sur Raikkonen avec Rosberg. Parce que c'est aussi ça dont on va parler. Voilà, je vais y arriver. Effectivement, le dépassement de Rosberg sur Raikkonen, qui a eu lieu un petit peu avant que Hamilton abandonne. Dépassement un petit peu à l'audace, il a vu un trou de souris, il est arrivé un peu comme un bourrin, il s'est appuyé gentiment sur Kimi Raikkonen. 10 secondes de pénalité qui sont tombées assez rapidement comparé à un Verstappen qui change des lignes, qui fait perdre des bouts d'aileron.
même en étant pro Rosberg ou sans l'être, en essayant d'être objectif, même pour les fans d'Hamilton, je suis désolé, mais il y a quand même anguille sous roche là, il y a baleine sous caillou, il y a quelque chose qui se passe. Je veux dire, c'est gros comme je sais pas quoi cette histoire. Bah, c'est clair, hein, à chaque fois qu'on voit un truc qui se passe avec un autre pilote qui est un petit peu sous la tutelle FIA, FOM, il se passe rien, et puis quand t'en as un qui fait un petit travers ou un truc, il est pas sur la ligne de conduite, tout de suite il prend des secondes, des places de pénalité. Ouais, Rosberg il a fait un dépassement, voilà, c'est un dépassement qu'on a l'habitude de voir comme on voyait à l'époque des gars de la grande Formule 1, et maintenant bah, dès qu'il y a ce genre de truc, ah bah voilà, pénalité, 10 secondes, etc. Enfin, c'est Mm. c'est Et pourtant, le règlement à double vitesse. Et pourtant, dépassement sur ton chéri Jeff Raikkonen, tu l'as pas eu si mal que ça parce que ça a été un dépassement, bon, à l'ancienne, mais à l'ancienne des années 80, quoi. C'est-à-dire, on passe un peu en force. Oui, oui. Bah, j'ai gueulé, j'ai gueulé, je vais pas nier. Donc, alors, bon, je trouve que la pénalité est méritée. Oui. Je trouve juste que 10 secondes, c'est trop. 5 secondes, ça aurait été bien. Parce que c'est mérité quand même, parce que Rosberg, il profite bien quand même de la voiture de Raikkonen pour se poser, quoi. On est d'accord que si Raikkonen n'est pas là, il finit dans l'herbe. Hein. Voilà, c'est ça. Bah, Rosberg n'aurait pas tenté tout simplement de prendre le virage comme ça. Et bon, c'est vrai que par contre, tu regardes des Grands Prix d'il y a plus d'une dizaine d'années où il y avait des grosses batailles, ça jouait roue contre roue et on disait rien. Maintenant, dès qu'il y a un petit peu de bataille, c'est limite, il va y avoir une pénalité qui va tomber pour un des deux pilotes. On s'est enfermé dans un système de pénalité qui tombe tout le temps et qui est assez triste pour la F1. Et puis c'est devenu une normalité pour nous, c'est ça qui est terrible. Donc maintenant c'est normal, il y a 10 ans, Rosberg n'aurait pas été pénalisé et probablement que ça n'aurait dérangé personne. Non, puis il y aurait beaucoup plus de batailles en piste, parce que maintenant tous les pilotes sont formatés pour que justement il n'y ait pas ce genre de comportement un petit peu voilà, de pilote quoi, à proprement parler. Et bah, ils ont tellement peur de casser les voitures, parce que bon, avant à l'époque ils avaient le mulet, ils avaient de quoi repartir. Maintenant ils ont plus que dalle, ils ont plus qu'une seule bagnole pour tout le week-end. Donc ouais, c'est Ah mais je me marre quand tu me dis oui, ils ont plus qu'une bagnole pour tout le week-end. Quand t'as ta voiture qui prend feu en essai libre 1, c'est vrai que tu l'as mauvaise quand même. Hein. c'est clair. Hein. La Renault qui avait fait le barbecue là. Ah putain, ah la vache. Ah oui, ça avait bien cramé, bien cramé. Alors, on va avancer un petit peu parce que là, on s'éternise sur le débrief de la course. Simplement pour dire qu'au tour 45, Bottas, avec sa stratégie à un arrêt, se retrouve 5ème, mine de rien, et va finir la course donc 5ème, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais. C'est ça, 5ème, juste derrière Raikkonen. Donc, Bottas qui fait une course, entre guillemets, un petit peu anonyme, mais pas si anonyme que ça, puisque lui, il fait un arrêt, tranquille. Il reste en dehors de tout ce qui peut se passer. Et puis, en tête de la course, du coup, c'est en train de se battre entre Daniel Ricciardo et puis Max Verstappen. Encore une fois, on a cru que ça allait mal se terminer, un petit peu façon Rosberg-Hamilton. Ça a été très correct. En même temps, je pense que les gars de chez Red Bull sur le stand, sur le muret des stands, ont dû avoir quelques cheveux blancs qui ont dû pousser parce que Verstappen était quand même bien déterminé à tenter de passer notre cher Daniel Ricciardo, qui ne s'est pas laissé faire. Et puis à la fin, peut-être consigne d'équipe pour dire les gars, bon bah voilà, c'est bon, on veut faire 1-2, on veut prendre 43 points et battre Ferrari parce qu'aujourd'hui Ferrari est au tapis avec Vettel dehors et Raikkonen 4ème. Autant qu'on assure le max de points qu'on puisse faire. Ça a pas duré beaucoup de virages, leur bataille. Un petit mot dessus peut-être. Ça c'est quand même resté relativement propre. Ça aurait pu bien plus mal se terminer, surtout dans des virages qu'on passe à plus de 250 km/h. Ouais, ça aurait pu mal se terminer, mais tu vois, regarde, c'était une belle bataille et c'est ça qu'on a envie de voir. Et, exactement. C'est dommage que voilà, ils ont eu l'audace de le faire et ils l'ont fait intelligemment. Et je pense que bah voilà, on devrait laisser libre cours aux pilotes et arrêter de leur mettre des règlements pourris dans les pattes et qui pourrissent la F1 quoi. Mais là, c'était vraiment une belle action, ça a été fait dans les règles, ça a été fait propre. Nous, sous les angles de caméra, on avait l'impression qu'ils allaient s'exploser tous les deux, mais je suis sûr qu'il y avait suffisamment de distance entre les deux bagnoles, c'était bien géré. Je pense que l'ami Helmut, à mon avis, il a dû avoir un petit peu plus de cheveux blancs. Mais, Jeff, un petit commentaire là-dessus?
Christian Horner, tu vois, dans sa tête, il a dû avoir un flashback. Turquie 2010. Mode alerte, tu vois, quand Vettel et Weber se foutent dehors. Par contre, la bataille, magnifique, super propre. Verstappen, très bien. Ricciardo, je retiens plus Ricciardo, parce que Ricciardo avait des pneus beaucoup plus abîmés que Verstappen et fait une défense superbe. Donc vraiment, Ricciardo, on en parle. Moi, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez, mais le mec a un vrai talent. Il a un vrai talent. Il est vraiment très très bon. Et j'espère qu'il va se battre pour le titre dans les prochaines saisons. Donc non, sinon, franchement, c'était très 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 bien de voir la bagarre là. Je suis très content que Ricciardo ait gagné. Et on a eu droit à des pronostics en début de Grand Prix qui donnaient donc Ricciardo gagnant. Bravo à tous ceux qui avaient pronostiqué la victoire de Daniel Ricciardo. Très bien joué. On note quand même une super belle performance des McLaren, parce que je vois dans le chat ça s'excite en disant mais les McLaren, eh ben oui, les McLaren, faut qu'on en parle. Les McLaren, rapidement, avant de passer sur le règlement 2017, les McLaren, effectivement, 7 et 9e. Super belle perf de Alonso qui remonte de très 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 loin, parce qu'il est parti depuis la Thaïlande sur la grille de départ. Et donc, du coup, il est remonté quand même en 7e position. Grosse performance de la part de McLaren, parce que là, finir dans les points comme ça sur un circuit qui demande beaucoup à la mécanique, que ce soit au châssis, au moteur, au pilote, à tout ce que tu veux, ça a été une grosse perf de la part des McLaren. Peut-être que l'année prochaine, en espérant qu'ils aient une bonne voiture, avoir une belle bataille Van Doorn, Alonso, et puis peut-être même se battre plus à la régulière pour des podiums, ça pourrait le faire. Voici un petit peu le. Alors, juste pour conclure, parce que là, je vois le temps qui défile, mon Dieu. Pour faire un rapide retour des choses, donc effectivement, le classement de la course, Ricciardo 1, Verstappen 2, Rosberg 3. On a eu un super podium, super ambiance sur le podium. Ça faisait plaisir de les voir tous boire dans la chaussure de Ricciardo, qui a sué comme un gros porc pendant tout le Grand Prix. Oui. Et puis Mark Webber qui l'a envoyé par-dessus le podium. Ça fait plaisir de voir un podium vraiment sympa comme ça. Donc Raikkonen 4 qui finit quand même, qui fait le bon taf, mine de rien. Attends, il sauve les meubles. 4, il sauve quand même les meubles, avec Vettel qui a fait quand même un peu de la merde au premier virage. On en a parlé de Bottas. Perez finit quand même tout de même 6e. Hülkenberg 8. Et puis à souligner tout de même, Jolyon Palmer, premier point en Formule 1 avec sa Renault. On ne sait pas d'où il la sort, mais au moins il y est arrivé. Bravo donc du coup au pilote britannique. Et puis à noter évidemment que Verlaine malheureusement est passé devant Ocon en fin de course. C'est des choses qui arrivent. On en a parlé évidemment avec les problèmes de limiteur de stand qui a fait qu'il a pris plusieurs pénalités malheureusement, et c'est peut-être ça qui lui coûte cher en tout cas sur la course. Alors. On va passer maintenant au règlement 2017 et j'ai rien préparé du tout. Attends, je vais retrouver des petits articles. Ce talent. On est un peu à l'arrache, comme vous pouvez le voir. On sent le mec qui maîtrise son sujet. On sent le mec qui maîtrise son sujet, tu vois. Regarde-moi à la régie, je maîtrise complètement mon truc. Alors pour le règlement 2017, j'avais vu passer des trucs. Alors, évidemment, c'était avant le Grand Prix de Malaisie qu'on a parlé du règlement 2017. C'était jeudi dernier, il me semble. Enfin, jeudi, là, d'ailleurs. Où ils ont fait passer tout un tas de réglementations. Ils ont clarifié la règle de la safety car sous la pluie. Enfin, les départs sous la pluie. Alors, évidemment, Alain Prost avait dit, oui, mais on démarre sous safety car et on les refait arrêter. Seulement, Alain Prost avait dit, non, mais on fait 2-3 tours et puis après, voilà. Alors qu'on sait très bien que si la safety car part sous la pluie, on sait pertinemment qu'elle va rester une demi-heure et puis qu'après, ils vont s'arrêter une fois que la piste sera sèche. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que, encore une fois, on s'approprie les idées à la FIA et puis on en fait de la merde? C'est parce que c'est un peu leur spécialité quand même. Le coup de la pluie, Jacques Villeneuve a assez crié dans le micro quand il s'agissait de faire sortir les voitures ou de faire des départs alors qu'il y avait de la pluie sur la piste, mais que c'était pas non plus un tsunami qui était tombé sur le circuit. Je pense que on devrait laisser un peu les pilotes faire comme ils le sentent et éviter de castrer entre guillemets ce sport. Est-ce que le risque, justement, Jeff, je te pose aussi la question, est-ce que le risque, ce serait pas
justement le problème que les pilotes ne savent plus rouler sous la piste, sous la pluie, pardon, ne savent plus rouler sous la pluie, comme ça pouvait être le cas du temps de Ayrton Senna, du temps de Hakkinen Schumacher et du temps pas si lointain de Massa, Raikkonen, Alonso dans leurs belles années, notamment par exemple en 2007 au Nürburgring où là il y avait eu un sacré déluge et où c'était sacrément le bordel. Non, parce que normalement ils sont censés savoir conduire sous la pluie. Hein, je veux dire, on n'est pas en NASCAR, hein, donc quand il y a la pluie on ne s'arrête pas. Dans les divisions inférieures, quand il y a la pluie, normalement ils roulent. Ce qu'il va falloir par contre qui se passe vite, c'est que si effectivement on garde une réglementation où on fait quelques tours sous safety car, on fait un départ arrêté sous la pluie, Pirelli a intérêt à faire des pneus pluie qui marchent. Parce que pour l'instant, si on garde les pneus de cette année, je pense qu'il y a la moitié du peloton qui va dehors. Donc voilà. D'ailleurs, je me posais la question, est-ce que c'est des pneus ou des skis qui leur ont fourni? Ah, ouais, elle est belle, oh c'est beau ça, belle petite vanne d'Angel, bravo. Non, elle est belle. On a déjà vu une F1 avec des pneus cloutés hein, pour aller sur la neige, mais bon, ça c'est autre chose. Spécialiste là-dessus. Voilà. Autre règle débile de la FIA, donc évidemment garder les mêmes designs de casque tout au long de la saison. Ça c'est quelque chose évidemment qu'il fallait absolument faire comme réforme. La règle anti-Vettel. La règle anti-Vettel. Oui, c'est vrai qu'il a quand même changé pas mal de fois de casque. Mais on a eu des beaux casques de la part de Sébastien, Vettel. Et puis, il y a eu quoi d'autre comme réglementation? Alors, attends, moi, je reprends mes petites sources parce que j'ai pas tout, évidemment. Hein, ça, on est super prêt. Super prêt. Alors, le truc, évidemment, quand ça tombe en live. Le coup des roues que nous avait fait remonter Cyril par rapport à la taille des pneus. Qu'ils annonçaient donc des pneus plus larges sur les Formule 1 de 2017 sans forcément changer la taille du diamètre des jantes. Est-ce que ça va forcément apporter quelque chose de nouveau ou pas? Personnellement, je pense qu'on est d'accord, ça va pas apporter grand chose. Non. Voilà. Ok. C'est une question de style. Voilà. J'avais vu des schémas avec alors je crois qu'ils voulaient passer à du 18 pouces, je crois, pour les jantes. Ouais. Attention, je rentre dans la technique et tout. Et des gens avaient fait des montages pour montrer du 18 pouces. C'est moche, ça ressemble à rien. En fait, le 16 et le 18 pouces, c'est moche, ça ressemble à rien. Donc finalement, bon, on fait comme on peut. Donc non, ça va pas changer grand-chose. Les pneus plus larges vont apporter normalement des trucs en plus, mais sauf que en fait, ça va permettre moins de dépassements que cette année. Donc finalement, la saison prochaine, on aura des voitures plus rapides, mais qui se dépasseront pas. Donc on va se faire chier. Wouhou! Et voilà. Angel, je sais que Cyril nous a contacté tout à l'heure pour parler justement du règlement 2017. Et il t'a sûrement fait suivre quelques petites indications. Est-ce que tu pourrais nous en toucher 2 mots par hasard? Mais il m'avait non, je ne les ai pas sous l'œil. C'est un peu ça. Non, c'est vrai qu'il nous avait envoyé un message par rapport à cette histoire de roue, hein, surtout, et par rapport à cette qu'est-ce que je voulais dire, cette réglementation 2017. Non, j'ai pas grand chose. Les mecs parlent de 2017, ils ont rien sous la dent, quoi. Non, mais ça part en alors si, vas-y, tu veux un truc pour 2017? Allez, vas-y. Moi, j'ai un truc pour 2017. Le calendrier provisoire a été annoncé cette semaine. Donc, 21 Grands Prix, même chose, juste une inversion entre la Chine et Bahreïn maintenant. Donc, la Chine deviendrait le 2e Grand Prix. Toujours le Grand Prix d'Europe en Azerbaïdjan en même temps que les 24 heures du Mans. Fuck you, le championnat d'endurance. Surtout, 3 Grands Prix qui sont en attente de confirmation. Donc on a le Canada, le Brésil et Silverstone. Ouh, le bonheur dans ta gueule. C'est-à-dire que, déjà quand tu dis, ok, Silverstone, qui est là depuis 1950, enfin, bon, il y a eu des petites piges à d'autres endroits, mais en gros, qui était là dès le début. Et si on allait vous faire foutre? Voilà. C'est posé. Parce qu'on aime le pognon. Voilà. Mais allez vous faire, quoi. Non, mais faut garder... Enfin, ils demandent trop de pognon. Vivement que la F1 change de propriétaire et qu'ils se disent non, on va peut-être changer le système là, parce que
Non, Ça mais va bien pas. sûr, c'est encore une fois ce calendrier. Alors, j'avais lu, il me semble, dans un papier sur Internet que effectivement, l'un des représentants de Liberty Media disait 21 courses, c'est pas assez, il en faut plus, il faut conserver cet ancrage en Europe. Quand j'ai lu qu'il fallait plus de grands prix encore, je me suis dit, putain, il est quand même chier, lui, comment il veut faire? Je veux dire, à un moment donné, il y aura plus assez de jours dans l'année bientôt pour faire des grands prix. Ça va pas être En fait, possible. il y aura plus de pause. On va faire des grands prix en continu toute l'année. Voilà, c'est ça. Et puis, on va se retrouver avec des budgets faramineux, hein, évidemment, parce que va falloir remplacer les mecs qui partent en RTT, va falloir remplacer les bagnoles aussi, va falloir racheter du carbone. Enfin, ça va faire de la vraie économie, ça, c'est bien. On est bien dans ce qu'il faut. Tac, tac, tac. Je regarde d'autres. D'ailleurs, pour 2017, a priori, le circuit d'Hockenheim aussi n'a pas encore signé pour 2017. Ah, peut-être. Et si Hockenheim n'a pas signé, comme que le soulignait Cyril, est-ce que au Portugal, le circuit de Portimao pourrait pas venir faire son entrée en F1? Effectivement, et on parlait aussi du circuit en Afrique du Sud, qui a eu son homologation, pardon, FIA pour la F1. Donc, peut-être un retour en Afrique. Ça fait un bail qu'on n'y est pas retourné, enfin qu'on n'y est pas allé. Et les Pays-Bas? Et les Pays-Bas aussi, Zandvoort. Ça ferait plaisir à un petit jeune. Magnifique petit jeune. circuit. Ah oui, très chiant, je trouve. Mais magnifique circuit, magnifique circuit tout de même. Hein. Enfin, très chiant à piloter. Attention, je tiens. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir des courses très très intéressantes. Mais effectivement, c'est pas ma tasse de thé, ce circuit. Enfin bref. Il est spécial. Je ne retrouve pas du tout ce que je cherchais. C'est dramatique. C'est dramatique là quand même. Évidemment. Ah, C'est putain. travaillé, dis donc. Hein. Mais Je quel vois travail. les bosseurs. Vous voyez les bosseurs hein, quand même. C'est l'avantage beau. du live, c'est que là on est en C'est plein dans le l'avantage du dur. Là. live. C'est que... voilà. Est-ce que Imola alors. ne devait pas revenir? Ouais, non, c'est... Imola, malheureusement. Ah Imola, non, parce que Monza, parce que, en fait, si c'est pas Imola, en fait, Imola prendrait la place de Monza. Donc, si Monza paye, Imola dégage. Voilà. En gros, c'est tout. Mais Monza va payer, c'est sûr. Mais oui, Imola, c'est dommage. Pas tant mal. Vous imaginez un calendrier de Formule 1 sans une épreuve italienne pour Ferrari? Ce serait quand même. Ça le ferait pas trop, quand même. Bon, ils ont toujours Abu Dhabi avec leur Ferrari World. Ils sont à la limite chez eux là-bas. Mais quand même. Voilà. Quoi. Tu me diras, Bernie serait capable de balancer. Il n'y a pas de Grand Prix de France depuis 2008. Est-ce que ça pose problème? Visiblement C'est pas vrai, grand monde. c'est vrai. Mais, Voilà. mais comme le dit Cyril, par rapport au circuit d'Afrique du Sud avec Kialami, c'est qu'ils ont eu l'homologation numéro 2 qui lui permet de recevoir du WTCC, du WEC aussi. Et c'est pas encore l'homologation niveau 1 pour moi. la Mais à culpa, je vais me faire insulter dans le chat. Mais ils veulent quand même avoir le niveau 1. Donc voilà. Ouais. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de pistes qui ont ce niveau 1. Faut pas l'oublier. Oh non. Faut pas l'oublier. Il n'y avait pas un Grand Prix qui était prévu aussi. Alors attends, faut que je retrouve. C'était pas la Thaïlande qui voulait organiser également un Grand Prix? Il y avait la Thaïlande. dans le Effectivement, futur. ça me dit quelque chose. Ça. Génial. La Thaïlande est une terre de sport automobile. Au cas où vous ne le sauriez pas, la terre des tuk-tuk et des scooters à plusieurs roues, parce que bon, il n'y a pas que des 2 roues là-bas. Un petit Grand Prix, le Grand Prix de Pattaya, t'as vu? Ça peut être pas mal, ça. Sponsorisé par Patchouli. Non, mais grave. Putain, ça part dans le trash. Voilà, ça y est, c'est en train de partir en sucette, évidemment. C'est parce que... Alors, dans les commentaires, ça doit être en train de s'emballer. Il y a tous les circuits dont les gens rêvent. Hein. Voilà, forcément. Mais oui, évidemment. Alors bon, évidemment, ce règlement 2017, on n'en a pas suffisamment parlé. Je pense qu'on n'a pas été assez préparé. En tout cas, j'ai pas suffisamment préparé le dossier pour ma part, ça c'est sûr. J'avais eu plein d'infos sous le nez avant le Grand Prix de Malaisie, mais depuis le Grand Prix de Malaisie, plein d'infos sont arrivées et du coup, plus la place pour retrouver les anciennes. Bref, je te propose, Angel, de passer à la question des abonnés.
puisque là maintenant, que tout le chers monde va pouvoir abonnés, se lâcher. chers viewers, vous allez pouvoir vous lâcher. Nous allons répondre aux questions que vous allez poser sur la F1 évidemment et sur le Grand Prix de Malaisie, sur la F1 en général. Et puis on va se donner 10 petites minutes, voilà, tranquille, pour qu'on puisse un petit peu parler du futur de la Formule 1, de ce que vous aimeriez voir, de plusieurs choses. On parle de Grand Prix de France. Alors, je crois, il me semble que j'en avais parlé peut-être dans ma FAQ, mais un Grand Prix en France, bah oui, ce serait cool que ça revienne. Malheureusement, aujourd'hui, où est-ce que ça pourrait revenir? Ça, c'est première question pour essayer de lancer un petit peu le débat. Un Grand Prix de France, oui, mais où? Parce qu'on peut aller à Magny-Cours, homologation numéro 1. Ça, c'est fait. Mais bon, Papy Berny, si tu veux, les vaches nivernoises, c'est pas trop son truc. Nivernaises plutôt. Ensuite, on a le Paul Ricard. Bon, c'est un parking géant, encore une fois, qui donne quand même, certes, un peu de challenge, mais bon, qui est pas non plus incroyable. Et puis, en France, c'est tout. Est-ce qu'il y a d'autres grands... Attends, j'ai oublié un circuit. Vas-y, dis-moi. Les 24 heures du Mans. Le Mans. Le petit Le Mans. Voilà, le circuit Bugatti. Alors peut-être que c'est pas extrêmement bien sécurisé peut-être pour des F1, mais ça peut être un circuit qui peut représenter un petit challenge. Voilà, je trouve. Magny-Cours, j'ai jamais vraiment apprécié le circuit. Oh, le con, il est fou. Oui, oui, j'aime bien mettre les gens à dos, mais Magny-Cours, j'aime pas. Et Paul Ricard, pourquoi pas, mais j'ai jamais vu ce que ça pouvait donner, donc voilà. Moi, j'ai que ça à dire, voilà. Angel, vas-y, débrouille-toi. Magny-Cours, il faudrait le retravailler un petit peu, mais il était pas si mal quand même. Il y avait quand même des endroits bien techniques, bien chiants, qui fait un petit peu penser à Silverstone par endroit. Ouais. C'était un circuit un peu à l'ancienne. Passons directement aux questions. Alors Vincent Mignot, Pérez confirmé chez Force India, saison des transferts stériles, quelles options pour Renault? Eh bien oui, parlons des transferts, puisque alors moi je suis extrêmement déçu que Pérez ait re-signé encore une fois chez Force India. Peut-être dans la continuité, je ne sais pas comment on a pu le convaincre de rester chez Force India. Ceci dit, peut-être qu'il y avait peut-être une occasion d'aller, je sais pas, chez Williams, peut-être chez Renault. On l'a annoncé un petit peu partout à la place de Gutiérrez chez Haas. Et puis, finalement, est-ce que le fait que Pérez ne bouge pas de Force India a tué le marché des transferts? Pérez, c'est dommage qu'il ait re-signé chez Force India. Il aurait peut-être pu avoir une gâche chez Williams. Ça aurait peut-être plus intéressant peut-être pour lui, je sais pas. En même temps, ils ont une équipe qui fonctionne bien chez Force India. Ils sont complémentaires les deux. Ils font pas de bruit. La voiture elle évolue à leur rythme. Non, après je sais pas. Faudra voir. Ça me pose pas plus de problèmes que ça chez Pérez qui re-signe. Je trouve ça même limite logique. Jeff, c'est compliqué. Pérez, c'est compliqué parce que Force India est dans une bonne dynamique depuis 2 saisons. Ils font des bons résultats. Le projet Haas, donc, alors l'idée que j'avais lue, c'était que Gutiérrez et Pérez échangent leur siège. Donc Pérez aille chez Haas et Gutiérrez chez Force India. Pourquoi mettre Gutiérrez chez Force India? C'est stupide. Donc Pérez, donc le mettre chez Haas pour qu'il aille le plan de Grosjean, aller chez Ferrari, hop là. Pérez tout de suite avec 2 podiums cette saison, il est tout de suite bien mieux vu. C'est compliqué. Renault, Haas, tu sais pas trop où ils vont aller l'année prochaine. Tu me diras Force India non plus. Hein. Il a peut-être fait le bon choix en voulant jouer la stabilité, sachant que l'année prochaine il y a un nouveau règlement. Les places vont changer, surtout chez Renault. Je pense que c'est Renault qui, en dégageant Palmer et possiblement Magnussen, va faire peut-être bouger 2-3 places. Voilà. Avec probablement Toro Rosso avec Kvyat, qui peut peut-être dégager, laisser la place à Gasly, si Gasly remporte le GP2. Sinon, bye bye. Sinon, bye bye, au revoir la filière Red Bull. Voilà. Effectivement, ça a été annoncé. Tac.
Oh, putain, La Nordschleife pendant que vous y êtes. Bah oui, pourquoi pas revenir sur la Nordschleife après tout. C'est pas Oui, du tout dangereux mort comme par- circuit, enfin. un hein, mort c'est- par an, Un mort par an, sympa. c'est pas mal. Tac, tac, tac. Alors, attends, ça va Pérez et trop vite dans Gutiérrez le chez chat. Force India. Pérez et Gutiérrez chez Force India. Force India renommé Scuderia Mexico. Euh, Alors du coup, on parlait de Williams. Du coup, qui chez Williams? Parce que Massa s'en va, Bottas tarde à être confirmé. Faut pas oublier ça quand même. Bon, Ouais, même ils si sont on encore sait que évidents. ça va être fait. On parle beaucoup de Lance Stroll, notre cher Canadien adoré par Jacques Villeneuve. Dont le papa est milliardaire, lui a acheté une petite Formule 1 pour faire le tour de plusieurs circuits qu'il a loués pendant l'hiver, histoire d'entraîner le fiston. Après tout, la Formule 1, c'est un sport de riches, comme le sport auto en règle générale. Est-ce que il a eu sa super licence? Est-ce que Williams ferait entre guillemets le pari de prendre un jeune dans son équipe pour 2017 et puis d'aller peut-être chercher des gros résultats et se charger de peut-être chercher un autre pilote d'expérience, alors peut-être pas type Button parce que Button prend son année sabbatique tranquillement, mais d'aller chercher un autre pilote d'expérience dans le plateau pour développer sa voiture du 2017. Mettre un jeune dans une écurie, ça peut être une bonne idée, ça peut mettre un petit souffle nouveau, avec un pilote d'exception, enfin d'expérience pardon, à côté, pour lui apprendre un peu les bonnes manières. Pourquoi pas, hein, pour booster un petit peu l'écurie Williams qui est un petit peu en perte de vitesse. Ça peut être intéressant. Hein. C'est un pari que Ferrari déteste faire, notamment. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Williams, je pense, oui, effectivement, qu'ils vont prendre Lance Stroll. Faut pas oublier, il y a quelques années, Williams, ils ont décidé d'engager un petit jeune qui s'appelait Valtteri Bottas. Hein. Donc, c'est vrai. ils sont capables de faire ce genre de choses. Est-ce que ça va payer? J'en sais rien. Mm. Mais oui, je pense que Williams va aller chercher Stroll pour avoir le sponsoring derrière. Et Cyril peut-être qui qu'ils vont dit, garder Bottas encore une saison. Cyril qui dit que Stroll chez Williams c'est du suicide. C'est du Ah, ça dépend pour qui, hein. Voilà. Disons Disons qu'un petit Stroll Verstappen au premier Grand Prix, ouais, ça peut être beau. l'artifice. Ça peut être un feu d'artifice. Il y a peut être un feu d'artifice. Seb Le Cocher qui pose la question, ça fait plusieurs fois qu'il pose la question, et pour ceux qui sont un peu néophytes en Formule 1, il faut quoi pour avoir l'homologation numéro 1 pour un circuit? C'est une Alors, super bonne. Je pense que ça doit être les infrastructures, à mon avis. Avoir une ligne des stands suffisamment large, notamment, parce que c'est ça qui a posé relativement des problèmes à Manicourt. Les garages n'étaient pas assez grands, enfin les box en tout cas n'étaient pas assez grands à Manicourt. Et puis je suppose que c'est tous les accès, que ce soit pour la sécurité ou pour le public ou ce genre de choses, qui doit être homologué. Bien que doit y avoir des petits bifetons qui passent sous la table quand il s'agit de faire des circuits en ville type Bakou, notamment avec le fameux virage 8, 9, 10, 11, où tu passes au ras du mur du château. L'homologation numéro 1, je ne sais pas comment on l'obtient, honnêtement, pour être... je sais pas, Jeff, est-ce que tu as trouvé quelque chose là-dessus d'ailleurs? J'ai un truc de 14 pages, alors pour tout lire, voilà. je pense que donc vous vous référez aux 14 pages qu'on va vous envoyer par mail, d'accord. Vous faites vos devoirs et puis on se revoit la semaine prochaine, d'accord. On en parle de Gasly qui se retrouve derrière son coéquipier rookie Giovinazzi avant le dernier week-end à Abu Dhabi. Question de James. Ça sent un peu le roussi pour Gasly qui est très bon en qualif. Il a fait une première course assez pourrave ce week-end en Malaisie. Deuxième course, bon, du mieux. Est-ce que Gasly est à la hauteur de son talent, pardon, à la hauteur de venir en Formule 1, venir tâter du Sainz, venir tâter du Verstappen, peut-être, venir tâter un petit peu tout le monde sur la grille? Est-ce qu'on voit Gasly personnellement, moi, bizarrement, j'ai peur de ne pas le voir en F1 l'année prochaine, Gasly. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Bah, c'est vrai qu'il est, comme tu le dis, hein, il est bon en qualif, il fait des bons résultats, etc. Mais dès qu'il s'agit de la course, il s'effondre. C'est un peu dommage. Donc après, est-ce qu'il est bankable? Ça, c'est à voir aussi, hein, parce que pour l'accès à la F1, c'est la monnaie. Hein, donc faut voir. Hein, mais ouais, c'est vrai que c'est inquiétant. Hein, mais
s'il est bien poussé, s'il fait des bons résultats sur le dernier Grand Prix, peut-être qu'ils vont lui laisser une chance. Peut-être comme 3e pilote. Ouais. Pas un baquet titulaire. Jeff. Disons que si Gasly gagne le titre, ils lui mettront peut-être un baquet chez Toro Rosso, donc comme je dis, à la place de Kvyat. Maintenant, c'est vrai que je vois quand même pas mal de commentaires, et c'est pas faux. On n'arrête pas de parler Gasly, mais Giovinazzi, il mériterait peut-être sa place en F1, lui. Après tout, normalement, je sais que c'est pas obligatoire, mais le champion de GP2 devrait avoir une place en F1. Tu regardes les premières années du GP2, qui était champion? Rosberg, Hamilton. Voilà. 2005, donc, oui, Rosberg, 2006, Hamilton. On a eu des Maldonado. Effectivement, oui. Bon, d'accord. Ça marche pas à tous les coups. Ça marche pas toutes les années. Mais oui, Giovinazzi mériterait peut-être en F1. Renault, pourquoi pas? Tentez un petit pari. Ouais. Parce que Vasseur était... et d'ailleurs, ça me permet de faire une magnifique transition puisqu'on nous demandait... alors, attends, c'était une question de qui? Tac. Zut. Il y a eu tellement de commentaires depuis. Ouais, ça défile. Ah merde, ça défile de ouf. Bon, attends, oui. C'est pas c'est un vrai boulot. Hein. Non, on parlait évidemment de Stoffel Vandoorne. Est-ce qu'il fera une bonne première saison l'année prochaine? Du coup, ça me permet de faire le parallèle avec ce que tu venais de dire, Jeff. Effectivement, est-ce que Stoffel Vandoorne, on l'attend quand même au tournant? Il a su répondre présent à Bahreïn pour la 2e course du championnat parce que Alonso s'était fait fracasser grâce à Gutiérrez en Australie. Vandoorne, est-ce qu'on le voit bien réussir face à Alonso en 2017? Il a l'écro, le garçon, parce qu'en Formula Nippon, c'est ça? Je sais même plus quand ça s'appelle. Formula Nippon. Super Formula même. Super Formula, voilà, c'est ça. Exactement. En Super Formule 1, c'est quand même pas facile. Moi, je pense qu'il pourrait faire quelque chose d'intéressant. Quand il est venu prendre la place de Alonso au pied levé, il s'est très bien débrouillé dans la F1. Donc, ouais, je sais pas, je mettrais bien un petit billet sur lui pour faire des bons résultats. La voiture, elle progresse bien. Pourquoi pas aller le voir titiller le top 5? On va voir parce que peut-être que Vandoorne aura peut-être que Vandoorne aura le syndrome du jeune pilote, c'est-à-dire que les premières courses il va se battre effectivement contre Alonso, il va peut-être le battre et puis après ça va commencer à tomber petit à petit, quelque chose qui arrive assez souvent sur les nouveaux pilotes qui font des débuts dans les grosses équipes. Tu vois Magnussen, podium à Melbourne et puis après moins bien. Par contre, là où je commence à avoir un petit peu peur par rapport à vous, c'est peut-être McLaren, parce que vu qu'ils continuent à développer la voiture cette année, j'ai un peu peur pour la voiture de l'année prochaine. J'ai l'impression qu'ils se concentrent encore trop sur cette année. Non, j'ai l'impression qu'ils se concentrent encore trop sur la voiture de cette année, alors qu'ils devraient arrêter tout simplement, mais purement, et se concentrer uniquement sur 2017, parce que sinon ils vont nous refaire la même chose que entre 2012 et 2013. Partir d'une feuille blanche et ça marche pas. Est-ce que les pièces qu'apporte McLaren ne sont pas censées faire office entre guillemets de test pour 2017? Compliqué. Compliqué parce que évidemment la voiture va beaucoup changer en 2017, ça on le sait, mais surtout d'un point de vue moteur, et je pense que effectivement McLaren a moins de mal à fabriquer un bon châssis que Honda a fabriqué des bons moteurs, mais voilà, donc effectivement McLaren qui apporte quand même pas mal de pièces, enfin Honda surtout qui apporte pas mal de pièces et qui aujourd'hui ont une voiture qui est capable de faire des beaux grands prix et de rapporter des points. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, on se rappelle, début 2015, c'était pas facile, hein. Quand ils sont arrivés, c'était abandon sur abandon, casse mécanique, problèmes électroniques, ils ont essuyé les plâtres, les gars. Est-ce que Alonso peut-il encore espérer un titre? Question de Matt Whitey. Donc, Matt, c'est une question qui a été posée par plein de monde. Oui. Bon, voilà. J'en ai pris un au hasard, désolé. Voilà. Donc, effectivement, est-ce que Alonso peut encore aller chercher un titre? Parce que on l'a vu chez Ferrari, loupé par 2 fois. Il est allé chez McLaren en disant mais je vais gagner dans 3 ans. Bon. Garçon, je te rappelle que ça fait 10 ans que tu attends ton 3e titre de champion du monde, parce que 2006, ça commence à dater. Est-ce qu'il a encore les armes, le physique, le mental, la voiture pour aller chercher un autre titre mondial?
Le Fernando, ça fait quand même un sacré bout de temps qu'il est en Formule 1. Et puis à un moment donné, il va commencer à devenir trop vieux. Bah, moi je pense que c'est un très bon pilote, mais de là à aller chercher un titre, je suis pas persuadé. Ouais. Jeff, À pareil pour toi. moins que la McLaren devienne la nouvelle Mercedes de 2017, Alonso c'est mort. Voilà. Réponse à la question Voilà. en 2 temps 3 mouvements. Question intéressante de Mustapha Martin Ndiaye. Est-ce que Ricardo pourrait être le nouveau Barrichello avec Verstappen? C'est vrai que mis Non. comme ça, je trouve la question assez pertinente malgré tout. Et il nous avait posé aussi une autre question assez drôle. Quelle est la personne qui est le pilote qui a le coefficient de poisse le plus important cette saison? Ouh, vache. Oh. C'est compliqué. L'année dernière, j'aurais dit Raikkonen, mais alors cette année... Ah, Grosjean, il en a une bonne couche, hein. Ah oui, ouais, Grosjean. Mais lui, il est hors concours limite, hein, parce que franchement, c'est... Bon, j'ai envie de dire Vettel, pour le coup. Mais il faut dire qu'il provoque la poisse aussi. Non, Vettel, lui, il va chercher les ennuis. Il l'a provoqué sur les dernières courses, mais sur le début de saison, regarde la Russie, Kvyat, Bahreïn, Tour de Chauffe, il est assez poissard. Eh oui. Et allez, on va encore prendre 2 questions. Est-ce que Vettel peut... Ah, très bonne question. Voilà, on prend celle-là et ensuite on en prend 2 autres pour finir. Bah oui, il commence à se faire tard. Et oui, parce que je peux faire ça toute la nuit. Est-ce que Vettel, donc effectivement, est-ce que Vettel peut encore gagner un titre de champion du monde? Moi, personnellement, je pense que non. Moi, je pense que non. Alors je vais quand même essayer d'argumenter un minimum, mais évidemment, mais je pense que Sébastien Vettel a le syndrome Alonso en fait, tout simplement. Tu quittes une équipe championne du monde qui fonctionne bien, qui fonctionnait bien. C'est vrai que tu as envie d'aller écrire l'histoire avec Ferrari. Alonso a voulu faire la même chose. De son temps, Michael Schumacher a voulu faire la même chose. Raikkonen a voulu faire la même chose. Ça s'est plus ou moins bien passé pour certains, un peu moins bien pour d'autres. Alonso en a cruellement chié. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des courses, des semaines, des mois et voire des années qui se passent chez Ferrari, même avec Vettel qui était revenu en 2015 et qui avait réussi, entre guillemets, à redonner un nouveau souffle à Ferrari, à insuffler cette énergie un peu positive, eh bien cette année, j'ai l'impression d'avoir un Vettel à l'image d'Alonso et Raikkonen à l'image d'un Massa, comme c'était le cas en 2011 par exemple, ou même en 2013. Voilà, tout simplement. Donc pour moi, Vettel veut finir, à mon avis, sa carrière chez Ferrari. Pour moi, je pense que malheureusement, tant qu'il n'aura pas un challenger à côté de lui qui pousse un peu dans la même direction, ça risque d'être compliqué pour moi. Je pense que malheureusement, Vettel fera pas un 5e titre mondial. Voilà. Après, vous pensez ce que vous voulez. Merci. Au revoir. Ça y est, il est parti. Ouais, enfin tranquille. Non, mais non. Vettel, à mon avis, c'est le titre, il le fera pas chez Ferrari. S'il doit en refaire un, et ce sera pas chez Ferrari. Ils ont trop ce problème de pression médiatique et d'éléments perturbants qui fait que ils peuvent pas sereinement développer la voiture et faire une voiture qui est aux petits oignons pour aller gagner des titres. En l'état actuel. Jeff. Ben, je pense à peu près la même chose. Vettel a de belles années devant lui encore, quelques-unes, hein, et je pense qu'il peut aller chercher un titre. Mais en fait, il faudrait que Ferrari, alors s'il veut gagner chez Ferrari, il faut que Ferrari devienne Red Bull. C'est-à-dire devenir une équipe détestable, complètement fermée, complètement devenir en gros une écurie Schumacher. Exactement. Un truc hyper sérieux, hyper fermé, et là ils vont vraiment bosser, et Vettel pourrait gagner le titre. Maintenant, De Piero, tu parles d'avoir quelqu'un qui le pousse à se battre. En 2011, il n'y avait que Weber. Il n'était pas vraiment au même niveau. Ah non, ça me fait mal de dire ça parce que Weber, je l'aime de tout mon sexe. Mais
Vettel était tout seul en 2011 et il a quand même réussi il a gagné le titre. Donc non, je Oui, pense mais, qu'il a pas oui, forcément mais besoin. il était dans l'écurie Oui, championne je du monde et suis puis d'accord. il avait la bonne voiture à disposition. Donc non, mais effectivement, mais je parle justement d'avoir quelqu'un qui puisse le booster un peu plus, qui puisse à l'image par exemple, et je pense que ça sera sûrement le cas pour Fernando Alonso l'année prochaine, avoir un Stoffel Van Dorn qui frappe à la porte. C'est pas rien, c'est un jeune, il a les crocs, il s'en bat les steaks s'il t'accroche au premier virage, parce qu'il a tout approuvé, alors que toi, ça fait 15 ans que tu es en F1. Voilà, donc effectivement, moi j'attends justement que Ferrari fasse le pari des jeunes talents, qui se servent un petit peu de leur filière à la con qui s'appelle la Ferrari Driver Academy, où on n'a pas vu un seul pilote de la Ferrari Driver Academy arriver chez Ferrari jusqu'à présent, mis à part Massa qui a été le tout premier. Tous les autres pilotes de Ferrari Driver Academy n'ont jamais mis les pieds dans un baquet de Ferrari pour un Grand Prix de Formule 1. Voilà. Si on a eu Lucas Badoer, on aurait pu en voir un. C'est juste que voilà, on a eu un putain de destin de merde qui nous l'a empêché. C'est tout. Voilà, exactement. C'est rien de plus à ajouter. Ah, rien de plus à ajouter, enculé. Non, mais c'est vrai. Enfin, voilà. Un retour sur le Depiello Gate, non. Alors ça c'est surtout qu'on avait dit qu'on se tiendrait au débrief. On s'en tient à la Formule 1, monsieur. Monsieur Martin Ndiaye, encore une fois. Ça va venir. Ça va venir. Vettel est périmé, 3 points d'exclamation. Vos pilotes préférés all time, bon, on va peut-être pas prendre cette question non plus pour la dernière. Que Red Bull sera toujours pénalisé par son moteur Renault et chez Mercedes, ils ont bien eu raison de ne pas leur donner le PU Mercedes. Eh ben, très 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 juste remarque, je trouve, effectivement. Renault a quand même fait un boulot de fou. Hein. Maintenant, ils peuvent plus. L'année dernière, Red Bull critiquait tellement Renault, maintenant ils peuvent plus. Voilà, 2 victoires cette année les mecs. Hein. Donc, voilà, c'est voilà. effectivement, Mercedes a bien fait. Remarque une autre chose, hein, regarde, au début de saison, on disait l'écurie Red Bull Taguer, et puis maintenant on redit Red Bull Renault. Oui, voilà, c'est pas étonnant. Avec le moteur Renault et pas le moteur Taguer. C'est vrai qu'on le dit plus. Tac. Je regarde s'il y a des dernières questions. On va en prendre une pour se finir. Une belle question, s'il vous plaît. Faites-nous une question en béton armé. Voilà, exactement. Alors, Renault n'est plus critiquable. Rosberg a perdu 2 points sur son permis à cause de l'accrochage avec Raikkonen. C'est abusé. Oui, c'est abusé. Carapace bleu pour Hamilton, ce GP. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Belle remarque. Juste à savoir qui l'a lancé. Voilà. Il y a du monde dans le capure. Ça peut pas être Rosberg. Et l'apocalypse arriva. Et Cyril ajoute donc Jeff, le problème c'est que Mercedes a acheté une technologie hybride clé en main, donc ils auront toujours un coup d'avance. Et voilà. Alors, j'ai vu une question intéressante qui va nous faire débattre pendant quelques minutes pour finir vraiment rapidement. Hein, parce que là, allez, on se donne 5 minutes pour répondre parce que là, ça fait 1h30. J'ai vu quoi? Alors, attends, maintenant, il faut que je la retrouve, évidemment. Le principal problème en F1, selon vous, de la part de Yanis Bendaman. Principal problème en Formule 1, selon nous. Il est temps d'aller se coucher. Hein. Principal problème. Est-ce qu'on parle de Bernie? Est-ce qu'on parle de Charlie? Est-ce qu'on parle de... En fait, il n'y a que des principaux en Formule 1, je pense. Malheureusement. Je vais commencer par ça, mais je dirais en fait le principal problème de la Formule 1 pour moi, c'est le business model. Le business model, c'est comment la Formule 1 gagne de l'argent. Et ben je dirais que tout simplement la façon dont ils gagnent de l'argent est une façon entre guillemets périmée. Enfin pour moi c'est un business model qui date presque de l'Antiquité et qu'il faut revoir tout cela, et les nouveaux acquéreurs de la F1 vont, j'espère, résoudre ce problème-là. Et puis voilà, mais effectivement pour moi le plus gros problème c'est la façon dont ils gèrent le sport en soi, dont ils gèrent les droits commerciaux et tout ce qui est autour pour en faire un bon sport.
Je parlerai pas de la FIA, je laisserai ça à mes deux collègues, parler des règlements techniques de la FIA et de comment on se prend le chou pour essayer de faire des bagnoles qui avancent, etc. Alors que tu vois en IndyCar, bon certes c'est des monoplaces monomodèles, mais ils ont quand même des voitures avec des appendices aéros, des kits aéros un petit peu différents en fonction des constructeurs. Bon, ok, il y en a que deux, mais voilà, l'IndyCar est pour moi une référence pour le business model de sport automobile et ça fonctionne très très bien d'un point de vue pognon, en tout cas en IndyCar. Voilà. IndyCar, c'est bien. Voilà, je vous laisse finir dessus. Démerdez-vous. Ah bah oui, carrément. Merci beaucoup. Non, mais si vous avez un autre problème principal, je sais pas, Pirelli à tout hasard, voilà. Il y a du monde, Non, mais, il y a du monde qui parle de Pirelli. Tant qu'on aura des dirigeants vieillissants avec du pognon à plus savoir qu'en faire et ne plus savoir quoi faire avec, et à pondre des règlements comme on va aller aux toilettes le matin après son café, ça avancera pas. Sans compter, bah oui, tu parlais des équipementiers de pneus, bah, si on fait pas revenir des Michelin, des Bridgestone pour avoir une concurrence au niveau de la marque de pneus, parce que chacun a ses spécificités, comme c'était passé un moment, il y avait plusieurs types de marques de pneus dans le championnat F1 et c'était là aussi ça apportait une dose de random dans les résultats qui était voilà, qui était aujourd'hui ils ont tous les mêmes pneus, des pneus de merde de surcroît. Et voilà, ça fait partie de l'anéantissement de la F1 moderne. On nous dit principal problème en F1, Ericsson, Nasser et Charlie. Voilà. Pas faux. Je te laisse terminer, Jeff, sur les problèmes, les principaux problèmes en F1. Bon, il y a pas mal de monde qui critique Pirelli, et là pour le coup, attention, défense du diable. Allez, enflammez-vous dans le chat, s'il vous plaît. Faut pas critiquer Pirelli, c'est juste que Pirelli est complètement menotté par le règlement. Ils sont obligés de faire les pneus comme on leur demande, et donc du coup, voilà, c'est pas Pirelli qui fait leurs pneus, c'est le règlement qui ordonne à Pirelli de faire les pneus qu'ils veulent. Et voilà. Ce serait Michelin, ce serait la même chose. Voilà, ce serait la même chose. C'est pour ça que Michelin n'est pas là, parce que Michelin a dit si vous nous amenez, nous on fait des pneus qui durent. Ils ont fait non, bon bah allez, voilà, nous on vient pas. Est-ce qu'une guerre des pneus entre constructeurs peut amener une bonne chose? Pas forcément, parce que quand Bridgestone et Michelin étaient là il y a une dizaine d'années, finalement les Bridgestone dominaient quand même, parce que finalement Ferrari était au-dessus du lot. C'est juste qu'il y avait des petites différences selon les conditions. Parfois les Michelin marchaient bien, puis sinon en fait non. Donc voilà. Non, en 2010 c'était très bien, alors qu'en 2010, les pneus étaient nickel, et en 2010 il n'y avait que Bridgestone. Donc une guerre des fabricants de pneus, c'est pas forcément nécessaire. Là où la F1 doit s'améliorer, je dirais que c'est au niveau du sponsoring. Il faut ramener des sponsors en F1 qui rapportent du pognon. Depuis qu'on a perdu en fait les sponsors de tabac, ce qui est très compréhensible, on a perdu beaucoup d'argent. Donc ramener des trucs de technologie, après tout, la F1 maintenant est une vitrine technologique, donc ramener des trucs de technologie, ramener des trucs de bouffe, des trucs de boisson, comme il y a en NASCAR, comme il y a en IndyCar, ça marche. Et faites un règlement qui a l'air d'être le même pour tout le monde. Voilà. C'est-à-dire que pénaliser tout le monde de la même façon, ce serait déjà pas mal. Tu parles du règlement. Tu parles du règlement. Commentaire de Tagazokam. Désolé pour le pseudo. La F1 n'a pas de philosophie, pas de colonne vertébrale, et effectivement, on a plus ça. On a plus cette espèce de colonne vertébrale qui tient. Qu'on pouvait avoir au moins jusque dans le milieu, on va dire, des années 2000, quand on a commencé doucement à se diriger vers des voitures qui ressemblaient à des avions de chasse en 2008, et avant de tout remanier en 2009, où là c'est devenu clairement trop le bordel. Effectivement, la F1 manque d'une colonne vertébrale et d'une philosophie pour exister. En IndyCar, la philosophie, c'est de courir, c'est de faire du racing, de se dépasser, de se donner des petits coups, etc. Enfin voilà, c'est super ancré, les règles sont simples, il n'y a pas de problème, tout le monde comprend. Voilà, en F1, c'est devenu d'un bordel sans nom. Il y a une voiture qui prend feu dans les stands, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe.
les stratégies dans les stands, bon bah on peut les expliquer, expliquer qu'il y ait 3 types de pneus possibles, etc. Enfin bref, il y a plus cette espèce de colonne vertébrale qui dicte un petit peu tout le reste et du coup bah on s'y perd dans la mentalité de la F1. Voilà. Ouais. C'est bien. En gros, bilan, arrêtez de regarder la F1, regardez l'IndyCar. Exactement. Non, mais c'est vrai. Enfin, En plus, c'est vrai qu'il y a des courses voilà. d'IndyCar qui sont quand même super plus palpitantes que des courses de Formule 1. Angel, pour finir, Ouais, et puis on juste pour s'arrêtera finir, là pour c'est Cyril qui faisait une remarque par rapport aux pneus et en réponse à ce que disait Jeff, c'est que il y a 5 ans, quand Pirelli est revenu avec leurs pneus, c'est eux qui ont payé avec leurs millions pour imposer leur cahier des charges et non l'inverse. Ah, Ah bon, ma théorie tombe à l'eau. Ok, d'accord. Bon. Non, mais oui, ils sont, ouais. Ah, on m'appelle. Je... Voilà. Au revoir. Ah, non, je crois que j'ai perdu ma webcam, on dirait. Exactement. Ah, oui, la c'est joie. Oh c'est bien parce qu'elle est morte. Je ne peux plus la Sans rallumer pour déconner, l'instant. tu ne peux plus la rallumer. Bon, bah, et ben c'est parfait Voilà. parce qu'on va C'est- s'arrêter c'est là. bon Vous moment savez pour quoi. s'arrêter. Voilà. On va arrêter le live ici. On a fait, je crois, j'ai cru voir sur le live qu'il y a eu de sacrés pics d'audience et ça fait super plaisir. Ouais, Donc ça a été très déjà, bien je voulais accueilli vous et- remercier d'être tous venus, d'être tous présents sur le live et puis d'avoir discuté avec nous. Alors évidemment. On teste toujours cette espèce de formule de débrief à 3, en live, pas en live, quelle rubrique, d'autres rubriques, etc. On a besoin aussi d'avoir un petit peu vos retours. Nous, on bosse un petit peu de notre côté, enfin quand on y arrive, parce que bon, bah là aujourd'hui, c'était pas trop le cas pour le règlement 2017, mais voilà, ça fait partie des choses Ça comme arrive, ça. voilà. Ça arrive. Donc effectivement, on réfléchit et puis ce sera vraiment, on est en train de continuer de travailler sur ces débriefs pour la saison à venir, surtout pour la saison 2017. Donc, jusqu'à la fin de la saison 2016, on va tenter des nouvelles choses, des lives, voilà. Donc, Voilà. on verra bien comment ça se passe. Donc, n'hésitez pas à nous donner des commentaires, des choses que vous aimeriez voir, savoir si on devrait prendre un peu plus de vos questions pendant le débrief en lui-même. Enfin, voilà. Il y a plein de marges d'amélioration, on bosse dessus, on essaie de faire au mieux pour contenter tout le monde. Puis on continuera, je pense, sur la chaîne d'Angel pour faire les débriefs. Et puis vous la retrouverez en rediff sur ma chaîne à moi, le débrief des puputes. Donc voilà, je voulais vous remercier pour l'accueil et pour être venu. Et puis bah sur ce, on va vous souhaiter. Oula, je crois que ma caméra est en train de bugger un petit peu, non? Ouais, Ah. du coup, le départ de Ah. Jeff a foutu en l'air Ah oui, du coup, et ça fout en l'air Ouais. OBS. en En fait. page des. Yes. Wouhou. Voilà, on va Voilà, l'ajouter comme ça. donc, Voilà. donc, Fouteur de merde. on va rester comme ça. Voilà. Il n'y a Je suis plus que désolé Angel. pour la fin de la vidéo, mais ouais, Fin du de coup, vidéo, le départ bah, de Jeff aura cassé le- le. Voilà. Donc devoir à faire pour Jeff, acheter une webcam. Mais je vous merde, ok. Je vous merde. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je te laisse finir, Angel, parce que après tout, c'est quand même ton live, c'est quand même ta chaîne. Donc, je te laisse reprendre la main sur la vidéo. Voilà. C'est quand même ton émission à la base, hein, il faut pas l'oublier. Donc moi ça me fait très plaisir en tout cas d'accueillir ton émission sur ma chaîne pour ces lives. On a vu que les gens étaient ce soir ont répondu présent dans leur grande majorité. Je m'attendais vraiment honnêtement à plus de vues encore parce que sachant la communauté que tu as et qu'on a tous les trois, maintenant on a quand même pas mal de personnes qui nous suivent et c'est vrai que je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde, mais on a quand même fait un très bon score. On a frôlé les 100 viewers avec les deux Quand même, plateformes hein. cumulées. Pas dégueulasse. Ouh. Ouais, c'est pas mal. Sachant Vraiment que dégueulasse. je streamais sur YouTube, mais en même temps j'avais une roue de secours sur Twitch parce que je savais qu'il y avait quand même quelques habitués qui me suivent sur Twitch et qui n'avaient pas forcément de compte YouTube, donc voilà. Donc pour le coup j'avais pris une sécurité, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir de partager cette émission avec vous
Et ben nous, en tout cas, on a pris un bon plaisir de faire cette émission cette fois-ci en live et avoir vos réactions en direct. Alors, comme le disait Despiello, c'est vrai qu'il faudra voir si par la suite vous voulez qu'on interagisse plus avec vous pendant les différentes rubriques. Et puis voilà. En tout Bon. cas, un grand merci à tous d'avoir assisté au live ce soir et d'être restés jusqu'à cette heure un peu tardive. Un peu tardif. Et vous retrouverez donc la rediffusion de ce live sur la chaîne de Despiello et Voilà. dès que Je possible. pense qu'à partir de demain, vous l'aurez demain soir. Je vais essayer demain soir, sinon ce sera mercredi soir. Voilà. Pour éviter l'entrechoquage des séries. Normalement, ça devrait le faire pour demain soir. Donc voilà, vous aurez la rediff en entier du débrief. Puis on continuera et puis on verra. Voilà. Et ben bonne fin de soirée à tous. Merci d'avoir assisté au live et puis on vous dit à très bientôt sur nos chaînes respectives pour nos aventures sur F1 2016, sur du NASCAR, etc., etc. Etc. Juste pour ça, juste un truc, il me semble que le Grand Prix de Suzuka c'est la semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc semaine prochaine, normalement, on remet la même chose, à mon avis, sur le live. On remet la sauce. On remet la sauce. Allez, ciao tout le monde. Allez, à bientôt. Salut tout le monde.